Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le 19h de Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce mercredi 1er décembre. La France sous la neige comme une bonne partie de l'Europe, tout ce qui roule est ralenti, voire arrêté. 8 trains sur 10 ont tout de même réussi à circuler sur les grandes lignes rapides dans le sud-est de la France. Guillaume Pepy, le président de la SNCF, est l'invité du 19h. Bientôt la fin du tarif unique chez le généraliste. Place au prix variable selon la durée, la nature de la consultation. Nicolas Sarkozy précise un projet de réforme de la médecine de proximité en crise. Journée internationale de lutte contre le sida, l'impératif du dépistage et de la prévention avec toujours 7000 contaminations nouvelles chaque année en France. Et puis notez encore que le successeur de Philippe de Villiers en Vendée, Bruno Retailleau, qui était élu hier, sera également notre invité ce soir. La dernière livraison de Wikileaks porte sur Nicolas Sarkozy, l'Américain. Il avait informé un représentant de George Bush de sa candidature à la présidentielle 16 mois avant les Français. Le chef de l'État, vu par la diplomatie américaine, Aurélien Romano. Les Américains aiment beaucoup Nicolas Sarkozy qui les intrigue et surtout le leur rend bien. Tellement bien qu'ils ont eu droit à la primeur de certaines annonces. Tous les Français savaient qu'il serait candidat. Mais il annonce officiellement aux Américains et confirme sa candidature 16 mois avant sa déclaration solennelle aux Français. Une marque de confiance réitérée pour le retour de la France dans l'OTAN. Un retour lui aussi annoncé en avance aux Américains. Les mémos de l'ambassade américaine montrent aussi les désaccords entre Jacques Chirac et son ministre de l'Intérieur de l'époque. Nicolas Sarkozy se démarque ainsi clairement de la politique française sur l'Irak. Il sous-entend même aux Américains en 2006 qu'il pourrait y envoyer les troupes françaises. Sur des sujets plus anecdotiques, les diplomates américains sont très bien renseignés. Sarkozy revient d'un voyage. C'est aussi pour montrer, dans ce mémo, il parle de son mauvais caractère. C'est pas seulement sur le dossier de fond de la Turquie. Et ils disent que ses conseillers vont voir, enfin détournent demande au pilote de détourner l'avion pour qu'il ne voit pas la tour Eiffel éclairée aux couleurs de la Turquie, parce que ce jour-là, il y a Erdogan à Paris. Tout en soulignant le caractère parfois provocateur du président français, la diplomatie américaine semble persuadée dès 2007 que la présidence française s'étalera sur 10 ans, c'est-à-dire 2 mandats. L'essentiel, c'est que les résultats de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire soient déclarés ce soir. C'est le vœu formulé cet après-midi par l'Élysée, comme prévu initialement d'ailleurs. Même demande du candidat Alassane Ouattara, opposé au président sortant, Laurent Gbagbo. L'annonce des résultats est pour le moment bloquée, ce qui soulève l'inquiétude dans le pays, où d'ailleurs le couvre-feu a été prorogé jusqu'à dimanche et également à l'étranger. La médecine de proximité se porte mal en France. Des cabinets restent porte close, comme le montre le récent rapport de l'ex-ministre de la Santé, Elisabeth Hubert. Nicolas Sarkozy a repris aujourd'hui l'idée d'une rémunération variable des généralistes en fonction donc de la durée de la visite pour, au bout du bout, revaloriser leur profession. Une idée complexe qui ne va pas manquer de soulever un vaste débat. Marie Brémaud. Une facturation variable à la carte en fonction de la durée de la consultation et de sa nature, c'est une mesure qui devrait bientôt s'appliquer dans les cabinets des médecins généralistes. Nicolas Sarkozy s'en est justifié ce matin. Est-il normal de payer la même consultation, celle du diagnostic, celle où le médecin va passer beaucoup de temps pour savoir ce que vous avez, poser un diagnostic, et la consultation qui consiste simplement à reconduire le médicament, est-ce qu'on doit la rémunérer de la même façon? Une consultation pourrait alors coûter de 23 à 70 €. Le chef de l'État espère ainsi mettre un terme à une crise identitaire, en clair susciter de nouvelles vocations. Du côté des médecins, on ne cache pas sa satisfaction. Écoutez, c'est une bonne idée. Ça fait des années et des années que nous demandons à ce que les choses évoluent. Parce qu'aujourd'hui, d'une part, le tarif unitaire de la consultation est ridicule. 22 €, demain 23 €, c'est vraiment totalement insuffisant. Et ça ne nous permet pas de prendre en charge suffisamment correctement les patients. Mais avant l'application de cette nouvelle mesure sur l'ensemble du territoire, il faudra convaincre les mutuelles et l'assurance maladie, inquiètes du surcoût que devraient engendrer ces tarifs variables. L'appel de l'ancien footballeur Eric Cantona à vider les comptes bancaires le 7 décembre fait réagir les politiques. Chacun son métier, réplique ainsi la ministre de l'économie Christine Lagarde, qui goûte peu la provocation visant à faire s'écrouler le système. On écoute. Alors sur les
les suggestions de M. Cantona. Il n'est pas à une provocation près. C'est un immense footballeur. Je ne suis pas sûr qu'il faille le suivre dans toutes ses suggestions non plus. Autre réaction, Cécile Duflot, la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, lors de l'émission Preuve par 3 tout à l'heure. C'était sur Public Sénat. Je crois qu'il met les pieds dans le plat. Ça montre bien qu'il commence à y avoir un véritable ras-le-bol par rapport à cette situation. Voilà, et il faut en être conscient. Et je crois qu'il exprime de manière très simple, en fait, ce ras-le-bol que ressentent beaucoup d'habitants de ce pays, mais plus largement beaucoup d'Européens, vis-à-vis d'une obligation d'intervenir pour les banques et de cette déification des banques et de leurs acolytes, les agences de notation, qui devient effectivement très pénible. Et Olivier Besancenot, lui, juge encore plus séduisant l'appel de Cantona. L'outre-mer n'échappera pas au coup de rabot budgétaire, d'où l'inquiétude et même la colère exprimée aujourd'hui par les élus d'outre-mer. Thomas Raguet. Derrière la carte postale, la réalité économique. Avec un chômage de masse et des besoins en logement considérables, l'outre-mer bénéficiait jusqu'ici d'aides particulières pour favoriser son développement. Des aides mises en suspens au nom de la rigueur. Cette contribution à l'effort national est aujourd'hui juste et bien proportionnée. Je crois que nous devons, au contraire, puisque cette baisse n'est que provisoire, être fiers d'avoir participé à cet effort, puisque cet effort se fait dans des proportions mesurées. L'État compte ainsi récupérer 3,2 milliards d'euros en 2011, dont 230 millions pour le seul photovoltaïque, un secteur qui a explosé grâce aux avantages fiscaux. Des mesures trop radicales pour les élus locaux, qu'ils soient de droite comme de gauche. Ce sont des niches fiscales pour un certain nombre de contribuables métropolitains qui trouvent là une belle occasion de participer au développement de l'outre-mer, et bien que l'on ne puisse pas les raboter comme on avait tendance à le faire. Donc moratoire sur les niches fiscales ultramarines. Nous le demandons. Nous demandons d'aider davantage l'outre-mer parce que l'outre-mer en a besoin. Si rien n'est fait en 2011 pour que la donne change, alors que les coups de rabot sont à l'œuvre, eh bien nous allons vers une crise sociale grave en Outre-mer, en tout cas en Guadeloupe, assurément. Près de 2 ans après la mobilisation contre la vie chère, le climat social reste tendu, en Guadeloupe notamment. Un appel à la grève générale et illimitée y a d'ailleurs été lancé pour le 14 décembre prochain. C'était aujourd'hui la journée mondiale contre le sida, l'occasion de rappeler qu'il ne faut pas baisser la garde, une mobilisation qui ne doit pas fléchir. En France, 7000 personnes sont contaminées par an. Les pouvoirs publics incitent désormais chacun à se faire dépister, mais les associations dénoncent le manque de moyens. Élise Cardi. Carla Bruni-Sarkozy, en maîtresse de cérémonie, ambassadrice du Fonds mondial contre le sida. Pour la journée mondiale de lutte contre la maladie, des associations étaient réunies pour faire le point sur les avancées des traitements et de la prévention. Près de 30 ans après la découverte du virus, il reste beaucoup à faire. Je pense que pour que le sida recule, il faut traiter le corps des personnes qui ont le sida, mais aussi les mentalités de nous tous. Les progrès, c'est que la mortalité qui est liée au sida a diminué de pratiquement 20% ou un peu plus dans les 5 dernières années dans le monde. Les problèmes, c'est que 40% des personnes qui ont besoin d'aide de traitement sont traitées. Ça veut dire que 60% n'ont toujours pas accès au traitement. L'association ACT UP Paris a décliné l'invitation de Carla Bruni, estimant que ce n'est pas à elle de se saisir du dossier, mais au gouvernement. Et y voilà le signe d'un lâcher-prise des responsables politiques. Pourtant, l'épidémie progresse encore. Si l'Afrique voit le nombre de transmissions un peu diminuer, le nombre de contaminations augmente en Europe de l'Est, en Russie et en Ukraine particulièrement. En France, le virus progresse également. Près de 6 000 à 8 000 personnes sont contaminées chaque année. La suite du 19h avec notre premier invité ici dans ce studio, le président de la SNCF. Bonsoir Guillaume Pépi. Bonsoir. La neige donc, le froid et puis également la chute brutale des feuilles mortes cette année. Autant de complications qui affectent la circulation des trains. Est-ce une situation de crise pour vous aujourd'hui ? Non, c'est une situation d'effort. Aujourd'hui, on a réussi à faire un train sur 2 en Rhône-Alpes alors qu'il y avait beaucoup de modes de transport qui étaient en rade. Il y avait 20 cm de neige. Et puis on a réussi à faire 80% des TGV sur l'axe sud-est, ce qui est remarquable parce que notre objectif dans cette période-là, c'est bien évidemment de protéger les matériels, parce qu'on voit bien que quand 2 TGV se croisent, ça fait 300 km/h de chaque côté. S'il y a un bloc de neige glacée qui se détache,
ce qui arrive du toit, ça risque de briser une vitre, briser un pare-brise, endommager des capteurs. Et à ce moment-là, ça veut dire le lendemain ou le surlendemain, des trains annulés. Et c'est déjà un hiver trop rigoureux pour les trains aujourd'hui ? Non, les trains sont équipés en sécurité, il n'y a pas de risque pour la sécurité. Mais on voit bien que quand on roule à très grande vitesse, et qu'on se croise, la vitesse relative des deux trains est gigantesque, ça va jusqu'à 600 km/h, donc les projections de neige glacée peuvent casser du matériel. Et casser du matériel, ça veut dire des usagers qui n'auront pas leur train le lendemain ou le surlendemain ou une semaine plus tard. Donc il vaut mieux ralentir les trains, ce que nous faisons aujourd'hui, à 220 ou à 160. Ça veut dire qu'on met un peu plus de temps à voyager, mais ça veut dire aussi moins d'annulations de trains. Et face à ce genre d'impératif, est-ce qu'il y a un dédommagement qui est prévu pour le voyageur qui est à bord de ce train ralenti ? Non, je crois qu'il faut qu'on prévienne. Il faut qu'on prévienne les usagers que si vous allez à Lyon demain, vous risquez de mettre 1 heure de plus sur le trajet. Après, vous décidez de voyager ou de ne pas voyager en fonction de vos impératifs. Je pense que c'est l'information qui est attendue. D'accord, mais pas de dédommagement, puisque ce sont des impératifs climatiques. Mais c'est évidemment du climatique. Et puis, il faut prévenir. Après, chacun se décide. D'accord. En tous les cas, est-ce que vous imaginez un retour à la normale à 100% dans les jours qui viennent ? Non, vous observez encore le ciel Alors moi, j'ai plutôt de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de détérioration demain, de nouvelles chutes de neige qui interviendraient, à ce moment-là, on peut tabler sur une circulation normale ou quasi normale vendredi. Vendredi. Donc voilà, pour le week-end. S'il n'y a pas de nouvelles chutes de neige. Ah d'accord, bon, c'est très important. Peut-être que le retour à la normale, ce sera pour ce week-end, Guillaume Pepy. Le réseau régional en Île-de-France a été jugé récemment assez sévèrement par la Cour des comptes, critique même. Est-ce qu'il est plus affecté aujourd'hui par les mauvaises conditions climatiques, avec des RER qui circulent peut-être encore moins? Non, je crois que c'est pas en Île-de-France qu'il y a les conditions climatiques les plus rudes. Mais puisque vous évoquez le sujet, j'en dis une phrase. Moi, ma priorité comme président de la SNCF, ce sont les transports de la vie quotidienne qui ont un retard considérable par rapport au TGV ou même par rapport au TER de province. Depuis 3 ans que je suis en charge, on met tous les moyens pour rénover ces transports, ce service public de l'Île-de-France. Maintenant, on a devant nous un immense chantier qui est la rénovation des voies avec nos collègues de RFF. C'est la gestion des chantiers qui a été critiquée par la Cour des comptes. Mais pour une raison simple, c'est que notre génération a rattrapé le retard des générations précédentes qui ne croyaient plus au train et qui pensaient que ce sont les rocades, les périphériques, les super périphériques qui allaient servir au transport public. C'est pas vrai. On compte sur le train, mais maintenant il faut rénover les voies. C'est commencé, ça prendra du temps. Très bien, Guillaume Pepy. Mais je lâcherai pas l'affaire. Ah oui, combien de millions de passagers chaque jour en Île-de-France notamment comptent sur vous? Près de 3 millions de personnes qui comptent sur le service public de proximité. Guillaume Pepy, vous vous êtes exprimé aujourd'hui au Sénat sur l'ouverture du trafic voyageurs à la concurrence. C'est d'ailleurs aujourd'hui que s'installe la nouvelle autorité de régulation ferroviaire. Est-ce que vous craignez cette concurrence ? Pas du tout. Nous, on a des qualités, des défauts, et c'est toujours intéressant de pouvoir se mesurer à d'autres opérateurs qui, à l'avenir, feront eux aussi des trains en France. Mais moi, j'y mets une condition. C'est que si on veut avoir une concurrence qui augmente le nombre de trains, c'est-à-dire plus de trains, moins de camions sur les routes, moins de voitures, moins d'avions. Il faut que les conditions, peut-être aussi. Mais pourquoi pas ? Il faut que les conditions de la concurrence soient équitables. C'est-à-dire que, au fond, la SNCF puisse avoir une chance de gagner dans la concurrence, ce qui suppose qu'elle soit dans les mêmes. Là. Vous êtes déjà en position de force. Vous savez, quand on ouvre le marché, souvent, on oublie de créer des conditions de concurrence qui sont équitables. Je prends un exemple. Si les statuts sociaux des salariés du secteur sont, on va dire, à ce point éloignés que c'est non plus la concurrence entre les entreprises, mais une sorte de concurrence entre les statuts sociaux, comment voulez-vous qu'on progresse, comment voulez-vous qu'on fasse davantage de trains? Donc, il y a beaucoup de questions à résoudre. C'est ce qu'on est venu aujourd'hui discuter avec la Commission des affaires... le statut social des cheminots, vous le savez. C'est pas ma proposition. C'est pas votre proposition. C'est pas ma proposition. Ma proposition, c'est que l'ouverture à la concurrence s'accompagne d'un cadre social qui ne soit pas du dumping social, qui ne soit pas, en quelque sorte, un double statut, mais qu'il y ait une discussion dans notre pays entre les syndicats, les responsables des entreprises et l'État pour avoir un socle social commun à l'ensemble du secteur. Je crois que c'est une proposition positive pour que l'ouverture à la concurrence... Peut-être inatteignable. Mais non, pourquoi inatteignable? Moi, je pense que les enjeux valent bien la peine de se mettre autour de la table pour définir un cadre social qui serait commun.
En tous les cas, vous êtes très actif, hein, vous anticipez cette attaque commerciale. On peut parler ainsi de cette ouverture à la concurrence. Il y a Internet maintenant disponible, ça commence aujourd'hui sur la ligne Paris-Strasbourg, vous rénovez les gares également. Quelle est la concurrence que vous redoutez le plus? On annonce par exemple des lignes de nuit sur l'Italie. Moi, je redoute la concurrence de la voiture, d'abord. Oui, non, mais dans le train. Dans le train, je ne redoute pas de concurrence. Je pense que, par définition, nous, ça va nous permettre de nous améliorer. Parce que vous savez, quand vous avez l'aiguillon de la concurrence, vous avez envie de faire toujours mieux. Et puis, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot. Depuis plusieurs années, on a inventé des nouveaux produits. TGV Family, c'est nous. VoyageSNCF.com, c'est nous. ID TGV, c'est nous. On a encore des idées nouvelles dans notre besace. Aucune sur le plateau de télévision. Ah bon, mais pour répondre à la guerre des prix qui s'annonce, vous avez des idées nouvelles? Vous voyez, c'est comme dans les télécoms ou dans le... Vous savez, quand on a une idée nouvelle, on la garde pour soi jusqu'à ce qu'on en parle aux clients. Sur les prix, parce que vous êtes très critiqué sur les prix. Oui, mais vous ne me ferez pas dire des innovations commerciales. Au-delà de la mauvaise lisibilité de vos tarifs, Guillaume Pépi, il y a eu cet audit interne qui montrait que les prix du TGV, du voyage pour le voyageur, avaient augmenté plus vite que l'inflation. Enfin, vous avez contesté ces chiffres, mais est-ce que vous vous apprêtez à une guerre des prix? Non, ce qu'il faut, la concurrence. Cherchons les choses, on va dire directement. Nous, on est le réseau d'Europe qui offre les prix les plus bas. Il n'y a qu'en France que vous pouvez faire du Lille-Marseille ou du Paris-Nice à partir de 22 €. C'est une offre imbattable. Le TGV, en France, est 30% moins cher par rapport à l'Espagne. Mais nous avons toujours en tête que nos clients cherchent aujourd'hui des prix d'appel toujours moins chers. C'est ce que nous allons faire. Nous avons toujours annoncé que nous travaillons sur des... Ça va baisser. Non, j'ai pas dit ça. Nous avons toujours... Ça dépend des horaires. Vous ne voyagez pas au même tarif en période, on va dire, ultra chargée et en période où il y a des places disponibles. C'est toute la politique tarifaire qui est menée, qui vise à attirer de nouveaux clients dans les trains. Et pour ça, nous faisons effectivement des prix imbattables et nous continuerons à les faire. D'accord. Je note une double pression qui s'exerce actuellement sur la SNCF, Guillaume Pépi. Oui, la perspective de la concurrence et puis l'État qui vous impose un système de bonus-malus. C'est ce qu'a annoncé Nicolas Sarkozy l'autre jour lors de son déplacement à Troyes. Hein. Vous étiez présent d'ailleurs. Le système existe déjà, je crois, sur la région Île-de-France, mais là ce serait au niveau national, donc des subventions publiques qui varieraient en fonction des trains qui arrivent à l'heure. C'est parfaitement normal, ça existe déjà, mais ça existe déjà depuis 10 ans pour tous les TER de France. D'accord, mais là sur les grandes lignes. Quand le TER est propre, quand le TER arrive en retard, quand la gare est propre, par définition, nous souhaitons être récompensés quand on fait mieux que prévu et puis être pénalisés quand on fait moins bien que prévu. On est une entreprise comme les autres, c'est-à-dire une entreprise qui fonctionne avec l'argent de ses clients, qui est jugée par ses clients. Le bonus-malus, c'est parfaitement naturel. Mais l'enjeu c'est quand même une somme importante, là, plus ou moins 2,5 millions d'euros, non? C'est parfaitement normal. C'est parfait. Vous acceptez? Mais l'objectif, de toute façon, c'est dans ces cas-là, c'est d'avoir le bonus et de réinvestir le bonus dans la qualité de service. Guillaume Pépi, c'était la question du nouvelops.com, notre partenaire, à propos de l'ouverture des trains à la concurrence. On va regarder la réponse des internautes. Êtes-vous favorable à l'ouverture des trains à la concurrence? Eh bien, vous voyez, ils répondent non à 68%, les internautes qui se sont connectés aujourd'hui sur le nouvelops.com. Encore une question, Guillaume Pépi. Mais ça veut dire une seule chose, c'est que c'est pas moi qui décide. C'est la loi qui décide, c'est-à-dire le Sénat où nous sommes. Et vous pouvez y voir un satisfecit, comme vous l'êtes déjà attribué il y a un instant. C'est une question politique, et là-dessus, c'est au Sénat et à l'Assemblée nationale de décider. Une question, enfin, pour conclure, Guillaume Pépi, sur un sujet délicat, douloureux, qui ne se prête pas à la polémique, mais vous avez présenté récemment, on n'a pas très bien compris si c'était d'ailleurs des excuses ou des regrets aux États-Unis pour le rôle de la SNCF lors de la Shoah. Est-ce que vous avez l'intention de reprendre ce débat en France demain ? Oui, c'est un débat qu'on ne traite pas en quelques dizaines de secondes sur un plateau de télévision. C'est un débat sur un des événements majeurs et les plus douloureux de l'histoire de l'humanité. Donc oui, je reprendrai la parole sur ce sujet-là. On a sans doute une occasion, c'est que nous allons, avec les élus locaux concernés, réouvrir un lieu de mémoire qui est la gare de Bobigny-Drancy, d'où sont partis un certain nombre de trains de la déportation. Et à cette occasion-là, avec les associations, avec tous ceux qui s'intéressent de près à cette période de l'histoire, nous allons nous exprimer, la SNCF, pour dire aujourd'hui quelle est notre action. Et notre action, elle est beaucoup tournée, vous savez, vers ce devoir de mémoire que la SNCF, plus encore que tout d'autre, met aujourd'hui en œuvre. Parce qu'on a peut-être une mémoire faussée sur le rôle exact de la SNCF qui serait allée au-devant
des demandes de l'occupant nazi. C'est l'affaire des historiens. Nous avons aujourd'hui un devoir. Le devoir, c'est le devoir de mémoire, c'est-à-dire de faire en sorte que nos archives soient ouvertes, ce qui est le cas, que les historiens, les chercheurs puissent toujours avoir accès aux documents. C'est ce qui est fait. Nous souhaitons ouvrir les lieux de mémoire, parce que ça fait partie de l'histoire très douloureuse de notre pays. Nous souhaitons participer aussi à toutes les actions de toutes les bonnes volontés pour l'information, l'éducation, et faire en sorte que des événements aussi tragiques ne puissent jamais, jamais, jamais être rendus possibles par l'ignorance ou par l'absence d'information. Mais cette bonne volonté que vous évoquez ce soir, Guillaume Pépier, et même ces regrets, n'auraient pas été possibles sans l'enjeu commercial des trains à grande vitesse en Floride et en Californie. Les regrets, la douleur, elle a été formulée par le président de la République, Jacques Chirac, en 1995. Ce sont ces phrases-là que nous reprenons à notre compte. Eh bien, nous suivrons donc les futurs développements de ce débat délicat, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume Pépier. Je précise qu'en partant, vous irez faire un tour sur les grilles du Sénat, puisqu'il y a une exposition en ce moment, Les territoires vus par le train. C'est une coproduction entre la SNCF et le Sénat. Avec très belle expo. Très belle vue de la France, vue du train. Merci beaucoup de votre présence parmi nous ce soir. La suite du 19h avec, dans un instant, Bruno Retailleau, sénateur d'hiver droite, qui a donc été élu hier président du Conseil général de la Vendée. La page des 22 années dominées par Philippe de Villiers se tourne donc bel et bien. Pierre Bande-Joseph. Dauphin à 50 ans, Bruno Retailleau succède à Philippe de Villiers, son mentor en politique. L'histoire entre les deux hommes date de 1977. Bruno Retailleau a 17 ans et défile au Puy du Fou lorsqu'il est remarqué par l'homme qui le fera politiquement. C'est dans l'ombre du fondateur du Mouvement pour la France que Bruno Retailleau devient successivement député puis sénateur de Vendée. Lors de son discours d'investiture, le sénateur a rendu un hommage appuyé à son prédécesseur. Pourtant, entre les deux hommes, la rupture date de 2009. Philippe de Villiers s'oppose à la nomination de Bruno Retailleau comme ministre. Avec son élection à la tête du département, c'est une page qui se tourne. La fin d'une époque, pour certains, la fin d'un règne. Dans les couloirs du Conseil général de Vendée, certains respirent. La Vendée va s'ouvrir, elle en avait besoin. Eh oui, donc une page se tourne. Monsieur Retailleau, bonsoir. Bonsoir. Elle se tourne, bien sûr, pour Philippe de Villiers. C'est un peu vrai pour vous aussi, puisque c'était votre mentor, même si vous avez rompu depuis de longs mois maintenant. Le mot est à la mode, je vois. Oui, mais vous ne le récusez pas. Non, pas du tout, parce que j'ai partagé 22 années avec Philippe de Villiers. J'ai le souvenir d'une collaboration étroite, exceptionnelle, et je ne renie rien de tout cela, de ce passé. Et que pensez-vous de sa fin de carrière? Parce qu'elle garde une part de mystère. Je crois que finalement, sa sortie du Conseil général de la Vendée lui ressemble. Je pense qu'il avait toujours rêvé et voulu sans doute une sortie non conventionnelle. C'est clair. C'est quelqu'un qui veut maîtriser son destin jusqu'au bout. Et il a choisi ce moment-là, par surprise, où personne ne l'attendait, pour quitter le Conseil général de la Vendée avec une idée peut-être. Avec une idée, je pense, fondamentale. C'est cette idée qu'il avait beaucoup fait pour la Vendée, qu'il était arrivé au bout de son projet, et je pense qu'il n'avait plus rien à prouver. Fondamentalement, je sais, il y a eu beaucoup d'explications, mais je pense que fondamentalement, le cœur, la raison et le cœur de cette raison, c'est celle-ci. Est-ce que la brouille, la rupture entre vous deux a pu anticiper les échéances pour lui ? Sans doute qu'il y a eu une dimension, bien entendu, il y a eu cette dimension, et je ne veux pas cacher les difficultés que nous avons eues depuis ces 2 ou 3 dernières années. Parce qu'il avait refusé que vous soyez nommé secrétaire d'État, je le rappelle, en 2009. Ça pesait, puis moi je n'avais pas bien vécu du tout la radicalisation du mouvement pour la France dans les années 2005, je me suis exprimé aussi là-dessus. Donc voilà, ce sont des parcours qui dans une vie peuvent diverger, parce que les tempéraments sont différents, parce que parfois il y a aussi des différence de conviction, mais il faut l'assumer. Et vous vous êtes parlé quand la dernière fois ? Nous nous sommes parlé au mois de novembre pour la passation de pouvoir. C'était 1h30 qui était parfaitement sereine. Comment qualifiez-vous votre relation avec Philippe de Villiers ? Laquelle relation ? Aujourd'hui, on a très peu de relations aujourd'hui. Oui. On n'a plus du tout la même relation que nous avons eue, c'est clair. Mais ça ne m'a pas du tout empêché de rendre hommage à son action, parce qu'il a fait énormément pour la Vendée. Et je crois que tous les Vendéens reconnaissent, y compris l'opposition, y compris ses anciens adversaires, l'œuvre considérable qu'il a laissée. Et quand on part après 22 ans comme ça, peut-être qu'on espère
une bouffée d'oxygène dans un département, non? Oui, alors ça, c'est pas moi. C'est pas à moi de le dire. En tout cas, il est clair qu'il y a eu une période qui a été dominée par Philippe de Villiers. Une autre période s'ouvre avec de nouveaux défis. On n'a pas le même tempérament, on n'a pas le même style. Charles de Gaulle disait le style c'est l'homme c'est le style. Donc différents styles, des problèmes à affronter très différents. La fin d'une décentralisation que j'appellerais heureuse. Il y a eu un bon moment pour les collectivités. Là, les choses sont, comment dirais-je, plus compliquées financièrement, juridiquement. C'est l'argument qui avait été notamment mis en avant par Philippe de Villiers. Comment est-ce que vous définissez aujourd'hui vos relations idéologiques avec lui, sachant que vous avez pris, vous l'avez rappelé il y a un instant, quelques distances? Ben voilà, je pense que la césure politique est venue, je le redisais, d'une radicalisation à un moment donné du MPF. C'était en 2005 et puis aussi pour la campagne présidentielle. Voilà, moi j'assume ça. Voilà, il y a un moment donné, quand on a des convictions, il faut les suivre. Et ça peut être déchirant parce qu'il y a à la fois des fidélités d'amitié, mais il y a des fidélités aussi de conviction. Vous ne sentirez pas là son ombre tutélaire sur le département? Non, pas du tout. Pas du tout. Il laisse de belles et grandes choses, mais il y a encore de belles et grandes choses à faire devant nous. Et vous savez, nous sommes tous sereins et je crois qu'on est tous mobilisés. La majorité départementale est unie, donc on va pouvoir travailler rapidement. On peut parler d'un dossier douloureux, les sinistrés de Xynthia, puisque les victimes de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer ont dû décider. Maintenant, la majorité, d'ailleurs, j'ai vu, avait accepté la proposition de rachat de leur maison par l'État. Absolument, exactement. La plupart l'ont décidé. C'était une période douloureuse. Il y a eu un premier choc, bien entendu, 29 morts sur la Vendée. Il y a eu un autre choc avec un tracé un peu rapide, vous savez, sur les fameuses zones noires. On a appelé ensuite zone de solidarité. J'ai présidé la mission au Sénat. Absolument. Et dans quelques jours, nous remettrons une proposition de loi pour tirer les leçons, les enseignements. Ce sera, j'espère, vers la mi-décembre. Je vous l'annonce en une, si j'ose dire. C'est un scoop, mais nous avons tous tenu dans notre mission à conclure ce travail par des vraies propositions. Mais pour vous, les choses sont apaisées aujourd'hui? Les choses se sont apaisées, mais il va y avoir un grand débat. Vous avez, pour le moment, entendu parler de zones noires et on commence à parler de zones rouges. Vous savez, les PPR, PPRI, c'est-à-dire les plans de prévention des risques d'inondation, où il y a des zones qui sont des zones inconstructibles, etc. Et aujourd'hui, nos deux communes, par exemple vendéennes, ont une zone rouge qui me paraît trop large. Et donc, j'ai demandé à Nathalie Kosciusko-Morizet rapidement un rendez-vous parce qu'il y a un malentendu qui commence à grandir. Et après avoir connu le problème des zones noires, il ne faut pas qu'on connaisse un autre problème. Je crois que l'État est ouvert. Il y a une circulaire qui, je trouve, qui a été prise dans l'émotion et qu'il faut réviser. Non, mais il n'y a pas attention à la tentation du laxisme. Non, et ça n'est pas à moi. On a pu le reprocher aux élus locaux. Ça n'est certainement pas à moi, comment dirais-je, à qui on peut faire ce reproche de laxisme. Je pense que sur les zones noires, et la mission du Sénat a été une mission extrêmement responsable. Il ne doit pas y avoir de construction quand il y a une zone de danger mortel avéré. Les choses sont claires. Mais pour autant, entre le laxisme et le parapluie et un principe de précaution poussé excessivement, il y a une mesure, c'est la mesure que le Sénat souhaite, je crois, proposer. D'accord. En tous les cas, certains habitants resteront dans les zones de solidarité. Est-ce que le Conseil général de Vendée va les aider pour ériger les protections nécessaires, oui ou non? Nous aidons beaucoup. Nous sommes les tout premiers partenaires pour les digues en Vendée. On a un grand chantier, c'est 100 millions d'euros. Bref, je pourrais vous en dire beaucoup. D'accord, on attend le plan digue. On attend le plan digue de l'État et il faut que l'État absolument apporte 40 à 50% de financement. Merci Bruno Retailleau. On reparlera de toutes ces questions, bien sûr. À 22h, notez-le ce soir, une édition spéciale sur Public Sénat. En direct, la confrontation des deux finalistes de l'élection du bâtonnier de Paris. Ils vont donc s'affronter, notamment sur l'avenir de la justice et le rôle des avocats. Sur LCP Assemblée nationale, tout de suite, question d'info avec Christian Jacob. Bonsoir à tous. Star médiatique, combattant politique, Nicolas Hulot est en 2010 la 5e personnalité préférée des Français.
Il devient aujourd'hui un héros de bande dessinée, l'occasion pour Jean-Philippe Lefebvre de lui consacrer une émission. De ses débuts en 1986 sur TF1, au Pacte écologique en 2007, de sa fondation au film Syndrome du Titanic, Nicolas Hulot répondra sans concession et sans tabou. Nicolas Hulot est l'invité d'un monde de bulles, vendredi à 23 h sur Public Sénat. Quel que soit ce qu'on pense ici de cette réforme, il voulait la réforme, il l'a menée. Qu'il en soit félicité. Certains politiques s'expriment beaucoup par gestes, mais que nous disent ces gestes? Appuient-ils leurs propos ou nous envoient-ils parfois des messages subliminaux qui trahissent leurs pensées, voire leur personnalité? Pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur, les politiques et leurs gestes, avec nous 3 invités. Philippe Turchet, synergologue, c'est-à-dire justement spécialiste du décodage gestuel. Vous vivez au Canada, mais on peut lire vos livres en France, notamment Ce langage universel des corps, aux éditions de l'Homme. Marion Tellier, spécialiste de la gestuelle et enseignante-chercheur au laboratoire Parole et Langage, il paraît qu'il faut le dire, au CNRS. Vous travaillez notamment sur l'adéquation geste-parole. Et Mariette Dary-Grand, sémiologue du cabinet des faits et des signes. Alors juste un petit mot avant de commencer sur la méthode. Nous avons choisi pour chacun des politiques dont nous allons parler 1 ou 2 extraits qui nous paraissaient emblématiques de leur gestuelle. Le premier d'ailleurs, c'est vous qui nous l'avez suggéré, Marion Tellier. Il s'agit de Nicolas Sarkozy qui s'exprime devant un parterre de chercheurs. Il y expose sa doctrine. Il y a quelques mois, avec le Premier ministre, nous avons chargé Valérie Pécresse de coordonner la définition d'une stratégie nationale de recherche et d'innovation. Pourquoi? Parce qu'en l'absence d'une stratégie claire dans ce domaine, et avec un système d'enseignement supérieur et de recherche inadapté aux défis de la connaissance et de la croissance du XXIe siècle, il ne fallait pas s'étonner que la France éprouve des difficultés à tirer son épingle du jeu. Franchement, on n'accuse personne. C'est un constat que chacun peut faire. Il y a toujours des bonnes raisons de ne pas faire la réforme, mais au total, ça fait des mauvaises raisons. Et il faut bien reconnaître que depuis des décennies, le conservatisme l'a toujours emporté. C'est-à-dire personne n'était content de l'état actuel, mais on avait tellement de craintes sur le mouvement de réforme qu'on se disait, dans le fond, il vaut mieux garder un mauvais système plutôt que d'aller vers un système, pour les uns, pouvait être pire, mais les forces du conservatisme et de l'immobilisme ont toujours triomphé. Bien, il faut que ça cesse. En voyant ça en néophyte, on se dit qu'on retrouve toute une palette de gestes qui nous paraît typique de Nicolas Sarkozy. Mais alors, qu'en dit la spécialiste? Pourquoi cet extrait? Alors cet extrait est très intéressant parce qu'il présente donc les réformes pour l'enseignement supérieur et la recherche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va présenter en fait le passé, le présent et le futur sur en fait une ligne chronologique qu'il a devant lui. Donc le passé, évidemment, le conservatisme, tout ça est à gauche. Ouais, ce qu'il n'aime pas. Voilà. Et puis le futur, les mouvements de réforme est à droite. Et puis le présent est devant. Ça veut dire que s'il était de gauche, il aurait fait l'inverse, ou c'est une structure, ça traduit une structure mentale particulière? Non, dans nos cultures, en fait, on est beaucoup sur une conception linéaire du temps qui est soit alors le passé derrière nous et le futur devant nous, ou alors souvent, voilà, on se voit dans une ligne temporelle qui peut être gauche-droite. Donc ça tombe bien pour lui, puisque le futur est à droite. Et alors, ça nous dit quoi tout ça? Oh, ça nous dit que place toujours du même côté tout ce qui est immobilisme, tout ce qui est le passé, tout ce qui est le système qu'il veut rejeter en fait. Donc il y a toujours un ancrage du même côté et puis voilà tout ce qui est futur, réforme va être toujours sur sa droite. Et puis on voit que devant lui, il y a ça a toujours triomphé, il faut que ça cesse. Là on est surtout sur des gestes, on est dans le présent, c'est maintenant qu'il veut mettre en marche un certain nombre de réformes. Donc on dirait qu'il y a une adéquation parfaite là entre ses gestes et son propos. Oui, tout à fait. Là, on est vraiment dans une belle adéquation, à mon sens. On voit bien un petit peu comment il organise dans sa pensée, en fait,
un certain nombre d'éléments du discours. Ce n'est pas toujours le cas dans ces discours, mais là, c'en est un. On en verra d'autres. On va faire réagir les autres invités, mais juste avant...